Bonsoir à tous. La Belgique doit-elle envoyer ses anciens F-16 en Ukraine? Et est-il vrai que notre pays envoie moins d'armement et moins de munitions que d'autres pays membres de l'Union européenne? Ces derniers jours, cette polémique s'est emballée au Parlement fédéral et dans les médias, forçant même le Premier ministre Alexander De Croo à réagir sur la question. Alors quel est l'état réel de nos F-16? Est-ce que ça aiderait réellement les Ukrainiens de les récupérer? Y a-t-il d'autres moyens plus efficaces d'afficher notre soutien? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre de ces questions, nous accueillons Georges d'Allemagne. Vous êtes député fédéral pour Les Engagés et André Flau, ancien ministre de la Défense et député fédéral pour le Parti socialiste, membre des commissions de la Défense et des Relations extérieures. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'entendre un avis éclairé. C'est celui d'Alain Denève. Il est chercheur et enseignant à l'Institut Royal de Défense et on a fait le point avec lui, c'était vendredi, sur l'état du front en Ukraine. On écoute sa réponse. La progression est lente, la progression se fait avec les moyens qui sont pour l'instant à la disposition des forces ukrainiennes. On sait que l'Ukraine appelle à la livraison régulière de munitions, elle attend également les F-16. Ces lignes de défense, elles sont bâties autour effectivement de tranchées, de fortifications, de terrains minés, mais également de terrains sur lesquels il y a des dents de dragon pour empêcher l'approche et la pénétration des véhicules. Les deux premières lignes ont pu être passées. Aujourd'hui, il semble que l'on a passé la troisième ligne de défense. Mais cela reste évidemment à l'échelle de ce qui avait été, je dirais, conquis par les Russes, je dirais toujours, non pas négligeable, loin de là, mais on est quand même dans quelque chose avant tout de symbolique pour les forces ukrainiennes. Voilà, donc un petit état du front signé Alain Denève. Georges d'Allemagne, je commence par vous parce que vous êtes un de ceux qui a allumé ce débat, en tout cas dans les médias. On n'aide pas assez les Ukrainiens, la Belgique ne fait pas ce qu'elle devrait faire? Mais on les a beaucoup aidés ici en Belgique. Il faut d'abord reconnaître cela. La générosité de l'État belge, de la population belge, a été énorme par rapport aux Ukrainiens qui sont arrivés ici. 72 000 personnes, il faut le signaler. Mais c'est vrai que là-bas, en Ukraine, notre aide, elle est très modeste, que ce soit sur le plan militaire, ou que ce soit sur le plan de la reconstruction, on n'a pas encore fait grand-chose, ou sur le plan humanitaire. Et donc oui, on a acheminé en Ukraine à peu près... si on totalise l'ensemble, à peu près 400 millions d'euros d'aide, dont à peu près 280 millions, ça dépend un petit peu des sources, d'aide militaire. Ce qui fait de nous un des derniers, je dirais, en matière d'aide militaire. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que cette aide, elle a mis beaucoup de temps à être déclenchée. C'est souvent de l'ancien matériel, ce sont des vieux camions, ce sont des vieux blindés, ce ne sont pas nécessairement les armements dont les Ukrainiens ont besoin en toute priorité, en toute urgence aujourd'hui, pour pouvoir changer la donne. C'est ça qui est important aussi, et c'est ça qu'il faut rappeler sans arrêt, c'est que nous sommes tous évidemment demandeurs que ce bain de sang s'arrête, que cette guerre s'arrête, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de la liberté, pas au prix du droit, pas au prix de l'intégrité du territoire de l'Ukraine. Alors 400 millions d'aides effectivement globales, d'après le Kiel Institute, qui est un organisme de recherche basé en Allemagne, il y a quand même 310 millions de matériel militaire qui aurait été livré par la Belgique à l'Ukraine. C'est plus que la France, que l'Espagne, que l'Italie, quand même. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres-là? Non, c'est pas plus. D'abord, ce sont des chiffres d'annonce. Moi, j'ai été encore en contact avec certains éléments de l'état-major hier. C'est 210 millions qui ont été livrés. Le reste est en cours d'acheminement ou pourra peut-être être livré. Et puis non, ce n'est pas supérieur à ces pays-là. L'Institut Kiel nous place en 26e position par rapport à l'aide militaire. Nous sommes vraiment un des derniers de la classe. Vous savez, les Ukrainiens ont félicité récemment, lors de la journée nationale, lors de leur journée de l'indépendance, le 24 août dernier, 21 pays pour leur aide militaire. Peut-être que la Belgique est un trop petit pays. Non, le Luxembourg a été félicité. La France, vrai que les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, tous nos pays voisins. André Flau, est-ce qu'on est insuffisant dans l'aide aux Ukrainiens et en particulier dans l'aide militaire ou pas? Non. Et je voudrais simplement dire que c'est bien que l'on parle sur des plateaux de ces problématiques internationales, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On oublie d'autres conflits ailleurs, et je tiens à répéter que nous avons été tous à condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie, comme on devrait peut-être un peu plus déterminé pour condamner d'autres agressions dans le monde. Je pense
à l'est du Congo, le Rwanda agresse, ou encore tout ce qui se passe entre Israël et la Palestine. C'est avec la même détermination qu'il faut effectivement défendre le droit international. Et la défense de ce droit international, il doit se faire aussi par la diplomatie. Alors, on vient d'entendre l'expert. L'expert, il dit clairement que c'est un conflit qui va encore durer. C'est un conflit qui va encore durer. Hier, sur un autre plateau, on disait qu'on était un peu dans une situation comme en 14-18, les gens dans les tranchées. Et pour en sortir, il faudra effectivement qu'à un certain moment, la diplomatie reprenne le pas, que les contacts informels qui sont en cours aujourd'hui, sans doute, puissent se concrétiser. Et ça concrétisera quand les grandes puissances auront décidé que ça s'arrête. Ouais, on y Alors, en ce qui concerne on y la reviendra. Belgique... Mais sur cette aide militaire, et sur, on ne va pas rentrer dans une querelle de chiffres, mais quand on regarde les différents tableaux, la Belgique ne fait pas rien, mais c'est vrai qu'elle fait moins que les Pays-Bas. Alors évidemment moins que l'Allemagne ou les États-Unis qui sont des gros donateurs. Mais est-ce qu'on fait ce qui est à la hauteur de notre État ou pas ? La Belgique fait ce qui est possible avec les moyens dont elle dispose. Et je crois qu'il faut rappeler aussi qu'à l'arrivée au gouvernement en 2019, le département de la Défense avait certes sérieusement été démantelé. Il manquait de stock, il manquait de matériel. Certes, on avait pris une grande décision pour s'équiper de nouveaux avions de chasse, les F-35, qui n'est pas le meilleur choix d'ailleurs, hein, et ils ne sont pas encore là, les F-35. Et donc, en clair, nous avons aujourd'hui une flotte d'avions de chasse qui sont là, mais qui servent aussi à la communauté internationale pour assurer la sécurité au-dessus des États baltes, mais aussi pour assurer la sécurité dans nos pays. Et je dirais que la Belgique, elle n'a jamais été prise en défaut de solidarité dans aucune opération internationale. Certes, à certains moments, nous avons posé des conditions. En 2003, au moment de l'Irak, on a annoncé des choses en Afghanistan, mais on était du début à la fin. On a vu comment ça s'est terminé. On était très critique par rapport à la Libye. On voit ce que ça donne comme effet aujourd'hui. On était aussi au Kosovo à un certain moment. On a vécu tout cela. La Belgique est toujours là. Elle apporte ce qui est possible d'apporter avec le souci d'être complémentaire aux autres. Ouais. Jean de l'Allemagne, donc la Belgique tient son rang, si j'entends bien ce que dit André Flau. J'ai cru comprendre dans vos dernières interventions que ce n'était pas du tout votre avis. Vous avez même été assez véhément sur la question. On est vraiment en dessous de tout ou pas ? Oui, je pense vraiment, on est en dessous de tout. Vous savez, Monsieur Flau... C'est pas excessif de non, dire ça. franchement, je pense que notre aide, je l'ai dit d'une phrase un peu lapidaire, mais qui me paraît tout à fait exacte et que personne ne pourra contredire, si l'aide militaire de l'ensemble des alliés avait été au niveau de celle de la Belgique, l'Ukraine serait aujourd'hui russe, c'est clair, c'est net. Nous avons traîné les pieds, vous savez... Mais c'est normal que la Belgique aide moins que les États-Unis, par exemple. On ne joue pas dans la même cour. Non, mais proportionnellement, d'abord, personnellement, je trouve que cette assertion me paraît fallacieuse par rapport à un continent qui cherche justement son autonomie stratégique par rapport aux États-Unis et par rapport à des questions de sécurité qui nous concernent en premier lieu. Je pense qu'on ne peut pas à la fois, chaque fois, critiquer les États-Unis en disant qu'ils sont trop présents et en même temps trouver qu'ils font le job à notre place et que c'est normal. Non, nous avons à faire le job. Quand les Ukrainiens se battent pour leur liberté, ils se battent pour notre sécurité. Nous le savons tous aujourd'hui. Nous le savons. Si la force devait l'emporter sur le droit, demain, ce serait, et c'est Poutine lui-même qui l'a pointé, ce serait sans doute la Géorgie, la Moldavie ou peut-être encore d'autres pays, puisqu'il a parlé de l'ancien pacte soviétique. Et donc, oui, c'est notre sécurité qui se joue. Non, nous n'en faisons pas assez. Et nous invoquons systématiquement des faux-semblants, des arguments qui n'en sont pas. Vous savez, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je demandais à notre ministre de la Défense d'au moins d'acheminer des gilets pare-balles et des casques aux Ukrainiens. Et elle m'a répondu non, ce serait une provocation à l'égard de la Russie. Alors, cette mentalité-là, elle a évolué, mais elle a évolué lentement, doucement. Encore sur les F-16, on nous a d'abord dit « Ah, ils sont trop vieux ». Les Danois qui ont fait construire le F-16 au même moment que les nôtres, chez nous, à la Sapka, à Charleroi, en livre 19. Alors, on va demander l'avis d'André Flau. Pourquoi est-ce qu'on ne livre pas d'F-16 ? Et puis, on ira un petit peu plus dans le détail juste après. En termes de réaction, on est toujours emballé quand il y a une catastrophe, quand il y a une guerre qui se déclare, on dit on va y aller. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des concertations qui doivent se faire. Il y a des organisations qui s'installent. Il y a l'OTAN qui est là. Il y a l'Europe. Permettrait d'avoir des doutes quant à l'Europe de la défense, après ce qui se passe maintenant, et encore de voir, par exemple, le fait
dans les pays européens aujourd'hui, l'attitude de la Pologne et d'autres, le front est en train de se diliter quelque part. Et ça, c'est une des préoccupations. Non, il faut bien savoir ce qui est aussi, quand on dit que la Russie est venue aux portes de l'OTAN, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est l'OTAN qui est allée aux portes de la Russie. Et des accords n'ont pas toujours été Mais c'est quand même la Russie qui a agressé l'Ukraine. Mais ça, j'ai commencé par le dire. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Et il faut privilégier la diplomatie et respecter les normes internationales. En ce qui concerne les F-16, on vient de dire, oui, le Danemark a des F-16, a des remplaçants d'F-16 chez eux. Ils ont des F-35. Non, le premier vient d'arriver il y a 3 jours. Mais ils vont en avoir. Les nôtres arrivent, hein, on est dans le même scénario. Ils vont en avoir. Et alors, je voudrais rappeler une chose. Il y a effectivement des partis d'opposition qui font leur métier. Il y a parfois des partis de la majorité qui sont aussi très critiques. Denis Ducarme a demandé une enquête objective sur l'état de nos F-16. Il est dans la majorité. Denis Ducarme, qui était d'ailleurs un supporter pour le remplacement des avions F-16 par les avions français, par le F-35, il faut le rappeler aussi. M. Ducarme est membre d'un parti qui est dans la majorité. Je voudrais simplement dire ceci. Le Premier ministre a été très clair. Le Premier ministre a dit, à la sortie de l'ONU, qu'il fallait effectivement faire une étude pour voir la faisabilité dans 3 ou 4 ans, pour effectivement livrer des pièces détachées, pas pour l'envoi immédiat d'F-16, ou pour participer à la formation. Et la formation, nous y participons de façon déterminée. On y revient dans un instant. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on écoute encore Alain Denève, justement sur l'importance pour les Ukrainiens du matériel envoyé par ceux qui les soutiennent. C'est toujours un extrait de notre matinale de vendredi. Tel que ça se présente aujourd'hui, les armements que l'on peut fournir à l'Ukraine, que ce soit des armements terrestres, des munitions, des missiles, ou encore des capacités d'autres capacités de combat, je dirais que tant que ça ne s'inscrit pas dans une logique organisée, dans un ensemble cohérent, l'efficacité de cette aide est toujours, je dirais, non pas limitée, mais dépendante, je dirais, de facteurs qui sont même les F-16. Pas déterminants. Les F-16 peuvent être effectivement un appui, mais pour autant, faut-il encore les utiliser dans un cadre doctrinal cohérent, c'est-à-dire qu'effectivement, les F-16 pourraient servir dans le cadre d'appui des forces au sol. Mais tout ça doit se réfléchir, tout ça doit s'organiser. Ce n'est pas lorsque l'on reçoit du matériel, je dirais, petit à petit, au compte-gouttes, si oserais-je dire, que l'on parvient à donner aux forces ukrainiennes une perspective sur les modalités d'emploi de ce matériel. André Flau, ce que dit un peu Alain Denève sans le dire, c'est que ce n'est pas qu'une question de matériel, que après avoir le matériel, il faut aussi apprendre à s'en servir et le développer dans une stratégie militaire. Vous doutez aussi que les Ukrainiens puissent récupérer du matériel et l'utiliser immédiatement, en particulier lorsqu'on parle de F-16 ? C'est une des raisons pour lesquelles, avec d'autres pays de l'Alliance Atlantique, on participe de façon déterminée et significative à la formation des pilotes F-16 qui piloteront sans doute sur des avions qui seront mis à disposition par d'autres pays qui entament leur reconversion plutôt que la nôtre. Ouais, on a envoyé donc 3 instructeurs, je pense, dans un centre au Danemark, et puis on va accueillir des instructeurs ukrainiens pour les former chez nous. C'est suffisant. Vous n'envoyez pas des voitures quelque part sans que les personnes aient les permis de conduire ou qu'ils sachent conduire. Et je voudrais dire une chose, parce que c'est une contre-vérité quand on dit que la Belgique n'a pas été citée. Dans les réunions internationales, la Belgique a aussi été remerciée pour l'aide qu'elle a apportée à l'Ukraine depuis le début du conflit, et c'est le président Zelensky qui l'a fait. Oui. 3 militaires envoyés au Danemark pour des formations rapides, et puis des instructeurs ukrainiens et des planificateurs ukrainiens qui vont être formés ici en Belgique. On ne peut pas dire qu'on fait vraiment rien, Georges Allemagne. Non, je n'ai pas dit qu'on ne faisait rien. Je dis qu'on a une aide qui est très modeste, on a une aide qui est en retrait, on a une aide qui est insuffisante pour changer la donne. C'est bien ça dont on parle. Et quand le professeur Denève vient effectivement nous rappeler qu'il faut une stratégie, on est effectivement dans l'absence d'une réflexion stratégique nous-mêmes par rapport à cela. Il faut effectivement
effectivement se rappeler que l'envoi d'F-16, ça permet de couvrir des troupes au sol, ça permet de protéger des villes, parce que j'entends dire que ces F-16 serviraient beaucoup à la protection des villes aujourd'hui. Cela permet effectivement aussi d'avoir un impact psychologique sur la guerre. On a tout intérêt, nous-mêmes, à faire en sorte que cela s'arrête le plus vite possible en changeant la donne, en évitant, et André Flau avait raison de faire cette comparaison 14-18, Verdun, c'est-à-dire cette ligne qui ne bouge pas pendant des mois et des années, avec des centaines de morts. Vous savez quelle est la mortalité du côté russe aujourd'hui, tous les jours, dans ce conflit ? 400 à 500 Russes. Qu'est-ce que vous répondez quand même, Jean d'Allemagne, à Ludivine Nonnander et à Alexander De Croo qui ont dit les F-16, pour l'instant, on en a besoin, notamment pour les missions de surveillance au-dessus de la Baltique. Alors de nouveau, et on ne pourra pas en livrer de toute façon avant 2 ou 4 ans, c'est l'échelle donnée par le Premier ministre, le temps que les F-35 arrivent. Donc les F-35, c'est des avions de remplacement, j'explique pour tout le monde. On a signé un contrat. Théoriquement, on devait en avoir 4 cette année, on en aura finalement 2 à la fin de l'année, peut-être même qu'un seul. Et puis le reste arrivera en l'année prochaine. Est-ce qu'il ne faut pas attendre que les F-35 arrivent pour se séparer de nos F-16 ? On a 53 F-16. On n'aura plus que 34 F-35, je le signale au passage. Notre capacité opérationnelle sera diminuée de toute façon à terme. Ce que je propose, moi, c'est que sur les 53 F-16 qu'on a aujourd'hui, certains vont être utilisés sur des opérations, une dizaine en tout, pas plus, d'ici 1 an et demi. C'est le plan d'opération de l'armée pour l'instant. Il en reste 43. Évidemment, certains doivent être réparés, d'autres sont utiles en réserve. Mais nous pouvons, à mon sens, facilement, effectivement, faire en sorte que les Ukrainiens puissent en disposer d'une dizaine. Une dizaine ? Une dizaine, oui. Et pourquoi est-ce que je dis cela aussi sur le plan de la question que vous vous posez, la menace qui pourrait peser sur notre territoire? C'est que si cette menace devait peser sur notre territoire, ben c'est fatalement une menace qui viendrait de l'Est. Et par ailleurs, parce que je n'imagine pas qu'on enverrait nos F-16 à Taïwan en cas d'invasion de la Chine. Et puis par ailleurs, s'il devait y avoir effectivement une discussion sur la capacité que nous avons collectivement à l'intérieur de l'Union européenne et de l'OTAN, de protéger le territoire de l'Union européenne, mais qu'on pose cette question à l'OTAN, de savoir effectivement si nous faisons bien ou pas de mettre nos F-16 là-bas. Et je pense que l'OTAN, elle répondra, et je le sais, elle répondra oui, notre sécurité est mieux assurée si nos F-16 sont en Ukraine. Alors André Flau, est-ce qu'on peut se passer d'une dizaine de F-16 ? Est-ce que vous seriez d'accord pour solliciter l'avis de l'OTAN dans un rôle d'arbitre ? Non, parce que M. Dallemagne vient de le dire, il est sûr de la réponse. La réponse, ça va être effectivement oui. Mais je sens, on est quand même membre de l'OTAN. J'entends. C'est qui nous protège. C'est une défense collective. Ce n'est pas la Belgique toute seule qui va se défendre. Au sein de l'OTAN, nous sommes un pouvoir souverain. Nous avons la capacité de dire non aussi. Nous l'avons dit à une autre époque, courageusement. Alors politique. Et donc, en clair, on est politique. Alors, j'entends que M. Dallemagne a beaucoup de contacts au sein de l'état-major, qu'au sein de l'état-major, il y a toujours des gens qui ont envie de partir en opération, il y a toujours des gens qui sont plus va-t-en-guerre que d'autres. Et puis, effectivement, il y a des notes qui paraissent dans les journaux. Il y a David Klein-Raval, vice-premier ministre pour le mouvement réformateur, qui a aussi appelé ses collègues du gouvernement à être moins frileux sur cette question-là. M. Klein-Raval est membre du gouvernement. Il ferait bien d'écouter son Premier ministre, qui est effectivement le porte-parole de l'ensemble du gouvernement. Si on se sépare de 10 F-16, est-ce que c'est vraiment un drame? Est-ce qu'ils servent vraiment à quelque chose ici, aujourd'hui, en Belgique? Ça ne s'indique pas. On approche d'une façon coordonnée. 10 F-16, moi j'entendais parler de 3, de 4, maintenant c'est 10, pourquoi pas 15, pourquoi pas 20, pourquoi pas liquider tout de suite tout. Il faut effectivement il ne faut pas effectivement raconter n'importe quoi. Nous avons besoin aussi de ces F-16. Nous avons besoin de ces F-16 pour aider les partenaires de l'OTAN, et donner des F-16 sans une formation préalable auquel nous participons, ça n'a aucun sens, sauf peut-être à certains d'aller montrer le drapeau, être présents devant les F-16 qui partent, mais ça c'est un show, c'est du spectacle. Est-ce que ça c'est quand même pas la bonne manière? D'abord on forme les Ukrainiens et après on donne les avions une fois qu'ils sont formés. Mais il faut pouvoir aussi annoncer le nombre d'avions qu'on va leur donner, sinon on forme des Ukrainiens pourquoi? C'est une question évidemment qui prendra du temps de pouvoir donner des F-16 à la disposition des Ukrainiens, qui va donner plusieurs mois. Ils ont déjà dit qu'ils les donneraient. Et donc c'est important effectivement que les Ukrainiens sachent sur quelle force ils peuvent compter. Ça me paraît important. Et puis M. Flau dit, nous sommes là dans une coopération avec l'OTAN. Mais de nouveau, oui, posons la question à l'OTAN de savoir quelle est la meilleure manière effectivement d'utiliser nos F-16 aujourd'hui. Alors je voudrais quand même vous poser la question de la diplomatie qui a été évoquée tout à l'heure par André Flau. On est à l'automne, hein, on sait que l'hiver va arriver, que probablement figer de nouveau le front pour de longs mois avec le risque d'un enlisement du conflit. Est-ce qu'on doit
envisager de passer à une autre phase maintenant qui serait une phase diplomatique? Est-ce qu'on doit faire pression sur les Ukrainiens en ce sens-là, Georges d'Allemagne? Mais c'est sur les Russes qu'il faut faire pression. Hein. C'est eux qui refusent effectivement un plan de paix qui a été déposé par Zelensky. C'est eux qui ont envahi un pays. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'effectivement l'Ukraine soit amputée par la force d'une partie de son territoire, que les enfants soient déportés. Ces intentions génocidaires, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU aujourd'hui qui le dit, de la part de Poutine. C'est ça qu'on doit accepter pour le nouvel ordre international? C'est comme ça qu'on prévoit l'avenir? Moi, la sécurité de l'Europe, elle dépend de la manière dont on va régler ce conflit. Et si le droit n'emporte pas sur la force, c'est catastrophique pour notre propre sécurité, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans les antichambres de la tyrannie. Hein. Il y a Xi Jinping, on le sait, par rapport à Taïwan. Il y en a d'autres qui convoitent des territoires. Est-ce que c'est ça, le nouveau normal en matière d'organisation internationale? Et je voudrais juste dire, puisqu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission, on entend dire qu'on en fait beaucoup pour l'Ukraine. Notre aide à l'Ukraine n'a pas coûté un seul euro. Pas coûté un seul euro. J'insiste là-dessus. Nous avons eu des revenus fiscaux sur les avoirs qui sont gelés ici en Belgique de plus de 800 millions d'euros. Plus de 800 millions d'euros. Il n'y a pas un seul pays au monde qui aide l'Ukraine et à qui ça ne coûte rien, sur le plan en tout cas du budget de l'État fédéral. Alors, André Flau, un peu la même question, mais avec une interprétation qui ne va pas être la même. On va avoir un front qui risque d'être gelé. Est-ce qu'il n'est pas justement nécessaire de passer à la vitesse supérieure et d'éviter que le conflit s'enlise? Et est-ce que la livraison d'armes, et notamment des F-16, ne permettrait pas justement d'aller un petit peu plus vite et de forcer justement les Russes à négocier? Non, moi je crois qu'effectivement, il faut faire pression, et les pressions existent au niveau international sur les différentes parties pour les encadrer et ne pas surtout Vous ne les craignez laisser pas l'enlisement du conflit? Non, ce que je crains, c'est qu'avec l'hiver qui arrive, c'est que ça va encore durer. Donc, si ça dure, il faut en sortir autrement que par une augmentation. Et si ça dure, la machine industrialo-militaire russe ne va pas se mettre en route et finalement donner un avantage décisif aux Russes? Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les machines militaires qui profitent du conflit, peut-être pas toujours en Europe, mais qui effectivement profitent du conflit, et ce sont les populations qui souffrent. Et moi, je crois qu'il faut effectivement mettre tout en œuvre et croire encore à la diplomatie internationale. Croire encore à la diplomatie et au dialogue pour arrêter les choses, plutôt que le langage de la force n'a mené à rien. Très rapidement, jamais nulle parce que part. c'est vraiment la fin. Je partage les principes fondamentaux qui sont énoncés. Je pense qu'il faut qu'effectivement on essaye de faire en sorte que la diplomatie l'emporte. Mais on se rend bien compte que s'il n'y a pas un rapport de force qui s'instaure, s'il n'y a pas des gains sur le territoire qui s'instaurent, cette diplomatie ne fonctionne pas. Et je le répète depuis le début, ce conflit, il s'arrêtera quand les grandes puissances auront décidé qu'il s'arrête. Quand Poutine aura décidé. Alors, on va se quitter là. On ne vous mettra pas d'accord sur tout. On a bien compris. Georges d'Allemagne pour les engagés, André Flau pour le Parti Socialiste. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, on parlera de complètement autre chose. Ce sera peut-être moins conflictuel. On parlera du succès des vélos électriques en région bruxelloise. On sera avec Benoît Godard et Isabelle Parmentier. On sera aussi là demain à partir de 7h pour notre matinale. Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.